politique. Cadre moko pour l'actualité politique, il y a RDC. Abonnez-vous sur Nara TV, il y a Ebele. Sauf que vous n'avez pas de vraie vection politique, il y a Nara TV. Abonnez-vous sur Nara TV avec Abigail Moukenti. Mais tout ce nous avons Maître Laurent Onima. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci. C'est un honneur que vous faites pour ces nouveaux numéros de votre magazine kiosque. Aussi, l'honorable Christelle Bouanga, qui sera également de nous tout à l'heure, je crois bien, et Denis Kalinda également qui va nous rejoindre pour débattre des différents titres de journaux parus à Kinshasa, la capitale congolaise. Le milieu de ce mardi, on parlera certainement de cette annonce ou cette publication du ministère des Finances, son plan de trésorerie réduit à moitié le budget national, vous allez suivi, qui est estimé à plus ou moins 11 milliards de dollars. Quelles conséquences, quelle analyse faite justement de cette publication de plan de trésorerie du ministère des Finances, qui justement prend en compte les aspects conjoncturels pour essayer, donc c'est vrai, ce sont les faits sur lesquels baseront justement les finances publiques. Et on va également parler de l'affaire Mike Nicolas de suivi, l'arrêt rendu le 7 février dernier, une certaine opposition qui était faite au niveau de la cour d'appel de la Gombe à travers le président de la cour, il s'agit de Le Choulet. Mais hier, déjà, on a suivi le syndicat de Olemakoy qui offre ses bons offices. Il a rencontré hier le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroy, et compte également rencontrer l'élu de Lingwala, Mike Nikeba, à la prison centrale des Makala. Comment on va trouver dessus à cette situation qui, justement, parle d'une situation, d'une solution politique à cette situation de Mike Nikeba. On va analyser sur les faits les deux droits. Et puis, pour terminer, on parlera de programme des 100 jours. Vivement les enquêtes souhaitées par tous. Et déjà, le député national élu de Lukonga, Jean-Jacques Mamba, qui adresse des questions écrites au directeur du cabinet de chef de l'État, Michel Caméré. On va également revenir sur les aspects de ce programme de 100 jours qui fait couler beaucoup d'encre et salive, comment analyser cette affaire et surtout comme quelle solution pour essayer de mettre fin à toute situation de corruption, de tournement de fonds des publics dans le côté de la RDC. Voilà un peu la maquette de cette émission de aujourd'hui. Je m'en vais très rapidement vous faire lecture des titres de journaux. Ce matin, on a reçu Forum des As, accident à l'arrêt triangle sur la ville bypass. Sylvestre Ilunga ordonne l'inhumation rapide de victimes. À la balkanisation, l'américain Peter Pan pousse Fachi vers un grand politique en RDC. Et puis on visite pour compassion et de solidarité à Bénin, Janine Mabunda communie avec la population de Chak, de la culture de l'Assemblée nationale, face à la réalité des islamistes ougandais de Zadef Nanou. Voilà, on va commencer à être Laurent, mais avec cette nouvelle que vous aviez appris, hein. Il est activiste et aussi chanteur de gospel rwandais, Kizito Mihigo, qui a été arrêté, il était à la police, mais on annonce qu'il s'est suicidé, ça c'est la version officielle de la police, mais c'est bien que réfugié par plusieurs organisations qui parlent d'assassinat de la part du régime de Kigali, particulièrement des Kaganais qui étaient ciblés à ce niveau-là. Vous l'avez donné également, c'était un homme de paix, là. Au même moment que je présente mes condoléances aux familles épousées à Kinshasa, de ceux qui justement tout accident de ce chauffeur fou aux intentions criminelles, mais aussi courir sur l'administration des pacottis, aucune législation en matière de transport en commun, aucune législation en matière de prévention routière. Les permis de conduire, c'est comme les catalogues qu'on distribue à Kinshasa sous les arbres du côté de l'Ista, et le Congolais est comme ça abandonné à lui-même. On va continuer à compter des morts, on va enterrer les victimes, on va donner 500 $ aux familles, et puis après on va oublier. Ça c'est le Congo, ça c'est la caricature qu'on a des institutions. En fait, nous sommes une jungle, nous ne sommes pas un État, nous sommes une Égypte à position de communauté et sans aucune structure, sans aucune superstructure, sans aucune organisation à la hauteur justement de protéger la vie. La sacralité de la vie qui est plus dans la Constitution est sûrement un chapelet de bonnes intentions. Vous parlez de Kizito, j'ai même quitté, je préfère encore me résumer dans mon tweet, j'ai dit, va en paix Kizito, tu as gagné ça, mais
mais plutôt contre ces vendeurs de sang pour des défis fabriqués qui n'ont jamais gagné Tillusion Migo. Sois éloigné par frontières imposées, ton combat est noble et non supposé. Au lieu de pleurer, je t'ai célébré. C'est uniquement, justement, ce que j'ai fait comme titre, mais je me dis encore une fois, qu'à chaque moment qu'en Afrique, il y a des compatriotes qui font la différence dans l'équilibre communautaire, dans la gestion de la République, pour dénoncer et pour désacraliser les intentions d'un groupe d'individus contre un autre, eh bien, ils meurent de cette manière-là. La version de suicide n'est qu'une version fabriquée, on connaît l'Afrique, elle est identique, mais bon, moi je me dis encore une fois, c'est un crime, et je suppose qu'un jour les jugements, les vrais, autant qu'Hussein Habré répond aujourd'hui, tous ceux qui commettent des actes illégaux, des actes de criminalité, au nom d'une quelconque opinion, au nom d'une quelconque idée diffuse, eh bien, ils y répondront. Tu sais, nous qui sommes encore chrétiens, nous savons qu'au-delà du jugement des hommes, il y a le jugement de Dieu. Et donc, l'Igo est parti, qu'il s'en aille en paix. Vous savez que ce périple n'a pas commencé aujourd'hui, c'était avec les concerts ratés, et puis un jour on a mis la main sur lui, et ainsi de suite. On connaît comment ça fonctionne, on connaît les méthodes et les méthodologies. Voilà, mais ça met à nu un peu un régime centenaire de cette année qu'on a dénoncé très longtemps. Au-delà de ce qu'on peut dire, un pays qu'on vante par les Occidentaux, mais au-delà de cela, c'est qu'il y a la démocratie qui est en péril. Je sais, je ne suis pas adepte de proclamations internationales, du genre régime sanguinaire, de ceci, autant que j'ai écrivé le mot tout ce qu'on dit ici, scandale idéologique, ceci, mais je suppose qu'il faut partir des faits pour ne pas se tromper chaque fois qu'on fait une analyse objective. Même si le peuple Kagame n'est pas à la tête d'un régime sanguinaire, mais la mort de Migo donne un peu comme met l'eau dans le moulin de ceux qui estiment qu'à Kigali, c'est entre guillemets ce régime sanguinaire. Et je suppose qu'on aura des explications. Si on était dans un contexte beaucoup plus élaboré pour une autopsie avérée, en vue de d'élucider le contexte dans lequel ce monsieur est mort, écoutez, ça pourrait donner du crédit à la version officielle. Mais on connaît qu'en Afrique, il y a toujours cette démarcation entre la version officielle et la réalité des faits. Très bien. Bonjour Merci Kofi. Bonjour, merci de nous rejoindre d'être pour sauver à ce niveau-là. Remercions parler un peu de l'accident à Kinshasa. Tout à l'heure, Maître Laurent qui a fait une petite condoléance. On a déploré un peu la gestion en fait à la mission du secteur transport, mais au-delà des enquêtes qu'on peut, ou une commission d'enquête qu'on peut mettre en place, mais des mesures fortes qu'il y a d'autres pour essayer de réguler ce secteur du transport. Effectivement, c'est un secteur très compliqué. Il va falloir qu'il y ait des assises, qu'il y ait contribution de tout le monde. Parce que moi, je vais juste abonder sur un seul point. Hein, j'ai suivi les débats hier, mais ce point n'a pas été soulevé. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai fait une enquête. Une petite enquête. Mais j'ai constaté que la plupart de nos chauffeurs, surtout, il y a deux catégories qui j'ai élevées. Les chauffeurs de camions, que ce soit camion belge, que ce soit camion poids lourd. En plus de cela, il faut inclure les taxibus, les taxicars, tout ça. Ces chauffeurs, aujourd'hui, ça donne à boire de l'alcool avant de commencer leur travail, ou durant la période de leur travail. Et ils sont, surtout dans les chauffeurs de camions, ils sont alcooliques, ils sont déjà sous l'effet de l'alcool. Nous, au Congo, nous sommes le seul pays, pour le moment, où on ne pratique pas l'alcotest. Et ça, moi je vous dis, dans les pays développés, comme les États-Unis ou le Canada, il y a deux causes, parmi les causes qui viennent en premier lieu, lorsqu'il y a accident, on constate d'abord, le numéro 1, c'est la vitesse. Il y a des chauffeurs qui conduisent très vite par rapport à la limite autorisée. Ça, c'est la première cause des accidents dans les pays développés, comme les États-Unis ou les Canada. C'est pour ça qu'ils ont mis des radars pour traquer tout ce qui s'adonne à l'excès de vitesse. Deuxième cause des accidents, c'est l'alcool au volant. Et chez nous, c'est devenu un phénomène qui est important où les chauffeurs s'adonnent à un normal comportement. On trouve normal, on ne réfléchit pas sur cela, on ne sanctionne pas, et cela aussi amène à des accidents, à des pertes de vue. Il va falloir que le gouvernement
ça donne, mettre l'alcotesse des policiers dans leurs équipes, dans tout ça, on n'a pas pour avoir les moyens pour avoir des contextes, c'est le problème. Mais les mesures directes très claires on peut prendre pour essayer de sauver des vies humaines, c'est que c'est suffisant, hein, avant de mettre les alcotestes. Voilà. Oui, juste un petit point, il y a aussi le contrôle technique. Vous savez, chez nous au Congo, le contrôle technique vient plus loin à l'accès des contrôles techniques. Non, le contrôle technique n'intervient pas beaucoup dans les accidents. Parce que, moi je vais vous dire ceci, lorsque vous allez voir les causes des accidents, vous allez voir aussi le contrôle technique dedans, mais ça vient vraiment très loin. Pourquoi? On trouve des camions ici au Congo qui circulent avec les mauvaises plaques. Mais vous allez voir, un sévère descend avec un gros morceau de bois et c'est qui le bois en dessous du pneu et les camions s'arrêtent. Mais ces camions qui sont délabrés, qui connaissent beaucoup de problèmes techniques, ne causent pas aussi beaucoup d'accidents. Donc, c'est qui la faillite de l'État. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, on va évoluer, on va prendre le sujet sur cette publication de trésorerie du ministère des Finances. Ce qui est clair, hein, c'est qu'à moitié, on réduit le budget de l'État qui était estimé plus ou moins 11 milliards de dollars. Concrètement, quel est l'impact de cette trésorerie du ministère? C'est vrai que ce n'est pas ça va changer la loi des finances qui est déjà votée au niveau du Parlement, mais quand même ça rentre dans une ligne claire. Déjà, nous avons un programme avec les FMI, et le ministère des Finances devait avoir une certaine conduite pour essayer que les finances publiques soient à mesure de pouvoir avoir des aspects conjoncturels à tenir compte. Je crois que c'est quand même mieux à ce niveau-là. Bon, écoutez, cher ami, je vous remercie énormément. Avant d'aborder la question, justement, je voulais faire juste une petite parenthèse par rapport à ce que mon ami a dit, au-delà de tout ce qu'il a dit, mais écoutez, dans ce pays, il y a eu, à un moment donné, comme on peut le dire, 2 arrêtés dans le domaine du transport. Vous savez que le Premier ministre Matata avait en son temps exigé que tous les véhicules qui arrivent au Congo aient la durée de vie pas supérieure à 10 ans. L'association des transporteurs du Congo, sous la présidence d'Avi Lokoto, qui est un grand investisseur aujourd'hui, ont écrit pour démontrer que le problème n'est pas l'âge des véhicules, mais le problème c'est le contrôle technique. Et en son temps, Sami Badibanga avait revu cet arrêté, ce décret par rapport justement à cette question, et aujourd'hui on ne connaît pas les gens qui importent les véhicules obéissent à quel texte? Est-ce que au texte que Makata a laissé ou au texte que Sami Badibanga a laissé? Et donc du coup ça pose un problème. Et le ministre actuel n'est pas dans ce sens-là. On a autorisé que les véhicules viennent à 20 ans, plus ou moins d'âge, mais que le contrôle technique qui devait se faire par une société affiliée. À l'occurrence, c'était la société de M. Dokoto qui devait faire le travail au niveau de tous les ports d'embarquement. Cela n'a pas été fait. Et donc, nous pensons que le ministre des Transports a l'obligation aujourd'hui de s'atteler sur cette question en vue de préserver la vie des Congolais. Alors, vous évoquez la question de plan de trésorerie. Moi, je suis quand même étonné que dans ce pays, autant que tout le monde commence désormais la Constitution, autant que tout le monde s'indique sur des domaines aussi techniques que des questions de gestion, des finances et des soucis. Moi, j'ai fait ma petite recherche en venant quand vous m'avez posé la question, mais quand les gens confondent le budget, autant que vous venez de déclarer, les gens confondent le budget et les plans de trésorerie. C'est même que le budget est un acte de prévision de recettes et de dépenses au cours d'une année exprimant la volonté politique du gouvernement. Ok? Il n'a pas changé. Et donc, jusqu'aujourd'hui, le budget tel que le chef d'État a voulu, au travers de la volonté politique qu'il a estimée de vouloir voir nos recettes, ok, évoluer au temps des dépenses pour des objectifs beaucoup plus exprimés, le budget n'a pas changé. Maintenant, regarde, le plan de trésorerie est un outil de gestion au pilotage de l'exécution budgétaire. Sa particularité, ok, est qu'il ne répond ni les ressources extérieures, ni les ressources du budget annexe, ni les ressources des comptes sociaux. Il est tout à fait normal qu'il soit inférieur au niveau de ressources votées dans la loi de finances plus globalisante. Les plans de trésorerie tiennent compte des flux réels. Les dépenses ne sont faites en fonction des crédits votés au Parlement, mais plutôt en fonction de la trésorerie disponible. Qu'est-ce que l'apport du plan de trésorerie? Vous avez un budget qui est exprimé en dépenses et en recettes, et il y a des assignations qui sont données au service de l'État. Au service d'enquête, la DGI, la DGRAD, la DGDA et tous les autres services d'enquête.
mais qu'au cours d'une année, les ministres des Finances et les conseillers financiers du gouvernement regardent en fait la praticabilité, la réalité qui est dans la caisse, et ils donnent ce qu'on appelle les fonds de trésorerie. Cela nous permet justement d'avoir les tendances de nos dépenses en vue de rester justement en conformité avec les engagements internationaux et nationaux. Quelle dépense est payée, quelle est l'urgence de la dépense, et est-ce que ça tient toujours par rapport aux balances de paiement qui intervient chaque mois en vue d'avoir les matelas requis et de rester en programme avec les autres institutions, parce que nous ne sommes plus aujourd'hui libres, on est en programme avec les institutions. Et donc il ne faut pas confondre justement les budgets tels que estimés au travers de la loi de finances et les plans de trésorerie. Cette confusion-là devait être absolument aujourd'hui éclairée dans l'opinion. De 5 milliards, donc le budget est réduit à 5 milliards. Pas du tout, parce que vous avez vu qu'au niveau international, il y a par exemple les combats qui ont chuté. Et donc si demain nos matières premières arrivent à augmenter, et là, même au mois de septembre, parce que c'est ça que 3 mois que le ministre des Finances a un peu comme ses devoirs de publier les plans de trésorerie en interne. Et donc ça n'a rien à faire au budget, les gens font de la confusion, et donc c'est une fois l'occasion de rappeler à l'opinion que les gens ne peuvent pas s'inviter sur le domaine assez cyclique. Et tout de suite, ça devient un problème de polarisation de la vie politique. On estime encore une fois que le ministre des Finances est en train d'insister, il veut démontrer que Pachi qui est du cash, mais on va échouer dans son budget. Et donc c'est un mélange qu'il faut pas seulement dénoncer, mais il faut corriger. Voilà. Mathieu Coty, je crois que ça a été clair hein, sur la détermination de porcherie, il ne faut pas confondre avec le budget, on va le dire. C'est vrai que c'est une vision globale à travers le budget. Si on veut revoir le budget, c'est au Parlement, c'est les forces militaires. Le ministre des Finances doit revoir le budget. Après, bon, on sent encore au niveau du Parlement. Mais la réalité, c'est qu'on dirait de tout, c'est que même quand le FMI était venu pour justement essayer de travailler à conclure le programme, il y avait une énorme décision. Il avait estimé que le 11 milliards c'était vachement irréaliste. Et ça, c'est un débat, on doit comment on va faire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement, parce qu'il faut rappeler une chose que au tout début, le projet de budget nageait tout autour de 7 milliards. Mais par après, on a vu ce budget être relevé de 7 à 10 milliards. Alors, déjà, ça a occasionné des soupçons au niveau du FMI. Parce que le FMI s'est étonné, parce que juste l'année dernière, on avait un budget de 5 milliards. Alors, quel mécanisme va vous conduire à doubler votre budget? Vous passez de 5 milliards à 10 milliards. D'abord, les gouvernements veulent parler de 7 milliards. Et puis après, ils ont conçu leur programme, leur projet de budget, ils sont allés au Parlement, et ils ont parlé de 10 milliards. Alors, le FMI s'est étonné et a demandé, a prouvé que selon le FMI, ces budgets étaient irréalistes. Alors le FMI leur a obligé de soumettre le plan de trésorerie. Comme ça, on va voir réellement le gouvernement sera capable de mobiliser tout cet argent, parce qu'on parle de 10 milliards au Congo, qui va beaucoup. Mais de passer d'une année à l'autre de 5 à 10 milliards, ça laisse quand même beaucoup d'interrogations. Alors, ce n'est que maintenant que le gouvernement a donné ces plans de trésorerie, et ces plans de trésorerie a donné finalement raison au FMI. Parce que ces plans de trésorerie parlent seulement de 5 milliards. Donc le gouvernement sera seulement capable de mobiliser 5 milliards. Et l'autre, c'est le ressources internes. Les ressources internes, il ne faut pas inclure les aides internationales, tout ce que vous dites. Si l'aide internationale est donc on peut aller au-delà de 5 milliards. Mais parce que là, les militaires qui ont dit, c'est pas fait. Oui, on va aller au-delà de 5 milliards, mais on parle seulement parce que le financement qu'on attendait pour l'enseignement primaire, la gratuité de l'enseignement primaire, c'était pour financer. Pour aujourd'hui amener l'enseignement à être gratuit dans notre pays, on parle déjà d'un budget de 2,6 milliards de dollars. Alors peut-être que le président de la République a pris des contacts pour qu'on puisse avoir que ça puisse venir pour soutenir le budget. Mais si seulement on arrive à avoir les 2 milliards, on passera seulement à 7 milliards, mais on n'arrivera jamais à atteindre 7 milliards. Mais c'est le président budgétaire, non? C'est pas qu'il y a de l'argent, 11 milliards qui est précis dans les têtes. C'est pas aussi Bonjour, Michel. Aujourd'hui, merci beaucoup. on n'en veut pas, c'est vrai que le temps que c'est la pratique, la théorie, c'est le budget national, ça
change pas absolument, mais en fait, ça donne un peu l'idée comment le gouvernement ou la RDC compte mobiliser ces recettes et puis, de façon, en tenant compte des conjonctures, pardon. Je m'excuse beaucoup pour le retard, mais moi je suis inquiet par rapport au fait que nous avons tendance à minimiser nos capacités à aller de l'avant. Parce que lorsqu'on fixe un budget de 10 milliards ou de 10 milliards, un peu plus de 10 milliards, c'est une ambition. On se dit, voilà, nous avons un grand pays, nous ne méritons pas d'avoir un budget de 3 milliards, de 4, 5 milliards, nous ne les méritons pas. Alors, lorsqu'on affiche des ambitions pour aller au-delà, mais vous avez en même temps des positions qui vous disent vous ne pouvez pas. C'est comme un enfant à la maison qui se dit papa, cette année je vais faire 90%. Papa dit en tout cas, tel que je te connais, c'est impossible que tu atteignes cela. En lieu de place d'aider l'enfant à atteindre ses ambitions. Nous sommes un peu dans ce contexte-là. Moi, je crois que l'ambition qui a été affichée est tout à fait légitime. Parce que nous savons qu'il y a des trucs dans le trésor public, par-ci, par-là, que nous n'arrivons pas à maîtriser. Et que si jamais, aujourd'hui, tous les Congolais se mettaient en tête que nous devons aller vers les 11 milliards qui ont été annoncés, donc déjà cette assignation, c'est une volonté qui peut nous aider, même si nous n'atteindrons pas les 11 milliards, mais au moins nous pouvons arriver à 9, à 8,5. Ça sera encourageant pour qu'à la deuxième année ou à la troisième année, que nous puissions aller au-delà. Mais si nous pouvons aujourd'hui nous réjouir, c'est de le fait que déjà, lorsque la mission qui est passée ici de la Banque mondiale, l'IFMI, tout ça, dans ce programme transitaire, déjà ils étaient satisfaits. Parce qu'il faut le dire, la manière dont la trésorerie a été gérée avant l'avènement du gouvernement n'était pas du tout orthodoxe. Et que maintenant on sent qu'il y a une orthodoxie financière qui s'est installée pour permettre finalement aux institutions de Bretton de pouvoir intervenir dans le pays. Mon ami parlait tout à l'heure de l'intervention dans le secteur de l'éducation, et effectivement, le Fonds monétaire avait promis d'intervenir dans l'éducation avec les 2 milliards, mais c'était au cours de cette année que nous avons entamé. Mais tout était conditionné par la gestion que nous devions observer. Mais je crois que jusque-là, nous sommes dans le bon. Et les 11 milliards et les 5 milliards, tout ça, ce sont des prédictions. Mais la réalité, c'est que l'argent public de l'État va mobiliser pour amener dans la caisse, pour permettre au gouvernement de réaliser ses ambitions. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de craindre, lorsqu'on vous regardez par exemple dans la DGI, qui aujourd'hui est l'organe mobilisateur de recettes pour l'État congolais, vous trouvez que les prix ne viennent pas et tout, ça n'encourage pas la mobilisation des recettes, et ça ce n'est pas bien pour les prévisions ou la vision qui est projetée par rapport à ce budget. Donc, mais il faut noter tout de même que le ministère des Finances nous dit que le plan de trésorerie, on ne doit pas le confondre avec le budget de l'État. Donc ça n'a rien à voir. C'est ça que c'est la pédagogie de la paix. Il faudrait que les économies, voilà, il faut que les économies, et nous sommes journalistes, il faudrait que les économies puissent nous aider dans les détails, dans le moindre détail. Quelle est la différence exacte entre le plan de trésorerie et finalement le budget? Parce que sinon, tout à l'heure déjà, Maître Laurent a donné un petit part de rapport, d'ailleurs très rigolo, parce qu'il faut dire qu'un budget, c'est que ça revient les financements internes et externes, et que le fonds de trésorerie n'est pas que les financements internes. Bon, écoutez, je vais maintenant peut-être, Génie est arrivé en retard, je le salue, c'est Mami. Peut-être qu'il n'a pas été quand on a commencé, quand j'ai donné la différence entre les budgets, qui est prévu, comme on peut parler en français facile, qui prévoit les recettes et les dépenses, conformément à la vision politique qu'un gouvernement s'offre. Et les fonds de trésorerie, justement, c'est l'effectivité de la caisse. Et cela a l'avantage de vous donner des éléments, ok, et des financements qui a un impact réel sur les cadres macroéconomiques
mais aussi sur la soutenabilité de la politique budgétaire. Et donc en réalité, le plan de trésorerie n'a rien à faire au budget, mais c'est un indicateur déterminant qui vous permet de poser des jalons sur les décisions que vous prenez en vue de rester en programme ou bien de rester dans la fiabilité avec des partenaires qui sont extérieurs. Je rappelle aussi à mon ami Denis que les affaires extérieures n'ont pas atteint 2 milliards. Jusqu'aujourd'hui, on était autour de FMI Banque mondiale, c'est 1 milliard, et donc en 2020, 500 millions, et puis en 2021, 500 millions, au-delà de plus ou moins 368 millions qu'on a pu avoir en termes d'appui à notre matelas pour être dans la balance paiement et tous les changes et tous les autres. Mais ici, je pense que c'est un indicateur. Quand le ministre des Finances, le conseil du gouvernement publie les points de trésorerie, ça va initier le défi de montrer aux acteurs, aux politiques, que nous avons l'obligation de serrer la ceinture. Moi, je ne suis pas d'accord avec Denis quand il parle de la DGI comme quoi ils doivent avoir des primes pour travailler. Moi, je suis enseignant. Je n'ai pas honte de dire que le salaire d'un chef de travaux est autour de 700 000 francs congolais. Si vous mettez en dollars, c'est autour de 400 $. Mais vous voulez me dire qu'au campus à l'université, vous avez 3 catégories de gens. Le premier fait la distinction. L'université décide de le retenir pour enseigner. Les deuxièmes fait la satisfaction. Ok, 65%. Il vient en ville, il s'installe, son grand-père aide à la DGI, on le recommande, il est à la DGI. Le troisième, il est 50. Il y avait dans un parti politique, le lendemain, il y a une liste qui part d'un parti pour une entreprise. Il devient huissier ou je ne sais pas quoi. Un huissier à la DGI, il y a des huissiers qui prennent 1 500 000, mais un chef de travaux d'université prend plus ou moins 500 000 francs congolais. Est-ce que c'est une situation normale? Pour que vous puissiez travailler, parce que vous êtes payé pour ça, il faut des primes. Il faut annuler ces lois. Moi, j'étais informé au commissaire des finances, il n'y a pas de primes. Ok? Il n'y a pas de frais de fonctionnement. Ça veut dire que vous voulez répondre à une politique, vous avez l'obligation de vous donner les moyens pour cette politique-là. Si on continue avec cette politique de pouvoir qu'il y a des Congolais qui doivent gagner plus, c'est quand même pas normal. Mais même la politique générale de l'État dans les entreprises. Je vous donne l'exemple de la finance. Pendant Mme Abito, la finance avait accusé d'acquis de 30 mois d'arriéré. On en a mis sur le nouveau DG, je ne sais pas, je ne connais pas trop bien son nom. Aujourd'hui, il n'y a aucun mois d'arriéré. Ça signifie qu'à un moment donné, il y a une mégestion dans les entreprises. Donc il faut une histoire d'office général dans le fonctionnement de l'État. Mais aussi, les fonds de trésorerie nous aident à montrer aussi que tous les contribuables doivent accompagner ces plans-là. Aujourd'hui, au niveau des provinces, cette histoire des provinces, de l'Assemblée provinciale en guerre contre le gouverneur, nous donne des indicateurs négatifs de toutes les provinces. En dehors de la province de quoi? Chez Mouillez, l'engagement qu'on voit, des indicateurs qui viennent de savoir quoi il y a un travail qui est fait, et puis c'est Jacques Kaboula au niveau du Haut-Katanga, toutes les autres provinces sont en train de tourner les pouces. Quelles sont les provinces? Du temps de Maurice Kassouné, par exemple, la province de Katanga représentait plus ou moins 80% de nos recettes au niveau interne. Et donc, les partenaires vont venir nous appuyer, mais nous avons l'obligation, nous-mêmes, comme État, de mobiliser des recettes, mais comment nous allons les mobiliser? Et qu'est-ce qu'on fait de nos recettes? Je fais en relation sur ce plateau, je finis par là, j'ai été intercepté par un groupe de compatriotes qui sont sur l'avenue Koutou. Vous savez que dans le programme de 100 jours du président de la République, on au-delà de ceux des moutons qui portent aujourd'hui comme la voie de tous ces programmes, il y a des routes qui devaient d'intérêt, je voulais dire même provincial, qui devaient être réfectionnées, notamment l'avenue Koutou, qui devait décongestionner justement Pompage en prenant Atlantique, la route avenue Tourisme, mais juste à Pompage. Non seulement pour aider la première partie qui part d'Atlantique jusqu'au vers l'avenue Koutou numéro 20 à cause de quelques faucons qui ont carrément pris en otage la chaussée et on a détourné l'entrée par l'arrêt pharmacie, mais au fond il y a l'avenue Mamayemo qui a aussi été dédié au lieu d'aller pour sortir à Pompage en vue d'occasionner le flux de ce côté-là et d'équilibrer les sorties. On a pris l'avenue, on l'a détourné vers le fleuve. Et les Congolais s'en plaignent. Est-ce que quand c'est la fin de l'État, quand on pose la question, on nous dit, bon, attendez l'enquête. Comme si dans ces pays, on peut croire à une enquête. C'est bon, par exemple, cette enquête, ma psychotique, sur les efforts qu'on doit mener, sur la lutte contre la corruption, l'équipement des fonds, on a vu, déjà avec les premiers 100 jours, ça fait couler beaucoup d'encre les salives. Disent, bon, les enquêtes, beaucoup le réclament, ou certes, les enquêtes sont lancées, mais on ne
on semble ne pas vouloir avoir d'enquête qui doit savoir qui a fait quoi. C'est l'argent de l'État. Non, je pense que c'est un peu tôt si on va dans cette conclusion-là, on conclut de cette manière-là. Parce que j'ai appris que les audits ont été lancés et les audits vont être diligentés par les magistrats. Donc, ils vont enquêter sur ces comptes, comment est-ce que l'argent, combien d'argent a été sorti, est-ce que l'investissement nécessité, par exemple, un saut de mouton, est-ce que nécessite réellement 6 millions de dollars, par exemple. Ils vont auditer et ils vont voir. Alors, si c'est 6 millions pour un saut de mouton, ils vont voir si l'argent a été sorti, combien d'argent, qui a touché, qui a fait quoi, alors qu'en ce moment-là, que les responsabilités seront déterminées. Et si on arrive à la conclusion à quel niveau il y a eu un coulage des fonds, alors c'est ce niveau-là qui sera responsabilisé. Donc moi je pense que pour le moment, c'est la préoccupation de beaucoup de gens. Le chef de l'État a dit qu'il va changer, même les Américains l'encouragent parce qu'il veut lutter contre la corruption. C'est ça son cheval de bataille. Donc je pense que si réellement il est dans cette optique de la lutte contre la corruption, de ramener le pays dans un bon fonctionnement, nous dirons, ces magistrats sont censés être indépendants, ces magistrats sont censés de nous donner un travail formidable. Alors attendons les conclusions des l'audit. Et si jamais les responsabilités sont déterminées, il y aura pas. Vous croyez à ce fait? Merci. Malheureux du pays, une vingtaine d'années, on sait plus ou moins comment on l'a fait. 15 millions, aujourd'hui on n'a pas de conclusion. Les sauts du mouton, on les prend tous dans sa globalité. On ne sait pas s'il y aura des enquêtes qui vont aboutir, c'est ça la seule question. Bon, moi je continue à espérer parce que nous sommes à l'heure du changement. Et dans la philosophie bantou, lorsque un nouveau chef arrive, il cherche toujours à marquer son territoire. Ça c'est dans notre philosophie. Et que la venue de nouveaux magistrats qui vont d'ailleurs tout à l'heure prêter serment devant le chef de l'État, au palais de la nation, je crois qu'ils vont essayer de montrer qu'ils sont venus pour un changement. C'est pourquoi je suis en train d'espérer quand même qu'il y aura une différence entre les enquêtes qui ont été diligentées il y a des années, et même tout récemment, et maintenant je pense qu'ils doivent travailler pour montrer à la face du monde qu'effectivement, maintenant c'est nous. Et même par rapport vis-à-vis de leurs collègues magistrats qui attendent beaucoup d'eux. Parce que j'avais suivi le cinéma, je crois, qui avait donné son satisfait par rapport aux nominations, par rapport aux différentes personnalités qui ont été nommées. Les résultats, conclusion des enquêtes, c'est toujours, ça reste toujours pendant comme ça, pendant des années, des mois, et on ne suit rien. Et moi, j'aimerais ici relever quand même le rôle de la société civile, parce que vous savez, lorsque le magistrat agit, c'est vrai qu'il ne doit pas céder à la pression, mais lorsque c'est la population qui s'élève, on a vu des tribunaux chargés de décision parce que la population s'est levée. Parce que le monde s'est levé et ça arrive à changer des positions. Mais j'aimerais quand même rencontrer aussi Maître Laurent, là où il parlait des millions à la place des milliards. À la deuxième tournée du président de la République, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, le soutien à l'éducation, c'était dit en termes de milliards, pas en termes de millions. Donc mais seulement, il faut noter que les milliards que nous attendons du FMI de la Banque mondiale, ça ne vient pas, on nous donne les milliards du coup comme ça. Non, non. Déjà, nous savons qu'il venait de nous donner 300 millions, je crois 300 millions, et comme première intervention.
Ça ne va pas s'arrêter à 500 millions parce qu'on parle de 500 millions. C'est une échéance, on va arriver à 1 milliard. Et lorsque nous disons la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas que dans 5 mois vous consommez 1 milliard. Donc c'est sur l'échéance du quinquennat qu'on établit ce budget-là. Mais ici, il faut noter que la responsabilité nous revient. Nous ne pouvons pas compter sur cette aide-là. Et en s'agissant de la prime, je crois que même l'État aujourd'hui, la guerre qu'il y a entre les fonctionnaires et l'État congolais, c'est que les fonctionnaires demandent à ce qu'on convertisse leur prime en salaire. Parce qu'en réalité, leur salaire ne représente rien. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un seuil qui est le même pour tous les fonctionnaires de l'État. Ils ont presque le même salaire. Mais c'est par contre au niveau de la prime que certains deviennent, je crois, un peu plus à l'aise que les autres. Mais nous devons encourager aujourd'hui que le salaire de l'agent public de l'État soit décent pour lui permettre de vivre de manière correcte. Mais la prime aujourd'hui, tant que nous n'avons pas changé, je pense que nous devons maintenir le fait que pourquoi on donne des primes. Et même dans nos rédactions, mais là, on donne des primes au meilleur agent. Si les façons d'y fonctionner, c'est ça le problème. Mais ça dépend de la manière dont vous mobilisez les recettes. Parce que la prime ne sera jamais égale partout. Jamais, impossible. Mais c'est là que pour le ministère, comme la République. Pour le compte de la République, comment est-ce que le ministère génère des recettes pour l'État? Comment on mobilise des recettes pour l'État? Et par rapport à cela, on place une prime pour dire au regard de l'État, regardez, c'est lui qui atteint. C'est ça, c'est un défaut que nous avons dans le secteur public. Lorsque vous allez dans les entreprises privées, on vous dit que vous avez des targets, on place des targets. Lorsque vous avez mis les targets, vous avez une prime. Ça c'est tout à fait normal, partout au monde, ça se passe comme ça. Vous atteignez les targets, vous avez une prime définitive, hein, à ce niveau-là, on va voir. On va terminer par l'affaire Mike Mukeba et Maître Laurent. L'arrêt prononcé par la Cour constitutionnelle ne souffre encore de son application, de son exécution. La Cour d'appel de la Gombe n'est pas prête ou n'est pas prêt à pouvoir exécuter cet arrêt de la Cour constitutionnelle. La grande question se pose hier, on a vu quand même le syndicat qui s'est appliqué à travers les bons offices de Olengakoy qui était venu voir le président social en temps vers une solution politique. Vous prenez à ce niveau, le grand débat de ce niveau-là. D'abord, l'arrêt de la Cour peut souffrir des nouvelles élections au niveau de la Cour d'appel. D'abord, je commence par dire le théâtre que les syndicats fait. Ça, c'est un théâtre. Tu sais, nous sommes dans un pays malade. Ce pays est malade, on a à un moment donné besoin de quartier. Une institution qui ne dit pas son nom, les syndicats s'invitent. Est-ce que les syndicats, à l'origine, avaient la mission de suivre l'exécution des arrêts de la Cour? Mais tout qu'à l'origine. On a vu les syndicats commencer à prendre les menacés, les chercher, l'amener en prison, les sortir. Ça c'est manqué à faire. Et moi, par moment, les syndicats commencent à aller chercher, à plaider à l'Union européenne. L'Union européenne va recevoir un Congolais lambda avec une structure inconnue qui est née dans la tête de quelqu'un de ceux qui pensent qu'il y a comme ça, et qui vont aller à l'Union européenne. D'abord, ils prennent l'argent de la République, ils prennent les gens à une classe, ils se connaissent avec leurs copines. Il faut qu'on arrête à un moment donné, c'est une honte. Ce n'est pas normal. Maintenant, les seuls cas, il y a un arrêt. Restons dans le principe. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles de la Cour constitutionnelle. D'aucun recours. 1, 2. Les arrêts de la Cour sont exécutoires. L'organe d'exécution est connu. C'est le paquet pour la Cour constitutionnelle. Maintenant, dans l'affaire Maître Mukeba, j'ai les désavantages de n'avoir pas vu l'arrêt. C'est un élu et je suis bien heureux qu'il soit libre. C'est un père de famille, c'est un élu qui a l'obligation, plutôt le devoir de continuer justement à défendre ses électeurs. Et donc, je suppose que les uns et les autres fassent le devoir qui est le leur. Ok? Maintenant, il faut voir le dispositif de l'arrêt. Ça, c'est maintenant technique. Est-ce que l'arrêt, la Cour constitutionnelle a enjoint d'autres instances judiciaires à devoir revenir? Mais à l'origine, il y a la levée de l'immunité. Et donc, la procédure à la Cour constitutionnelle était une procédure, justement, qui, comment dirais-je, attaque la procédure, ok,
de la levée d'immunité. Maintenant, on voit des actes, parce que je suis spécialiste en contentieux, quand les actes sont en conflit, ça c'est ma spécialité. Et je profite pour saluer justement mon maître dans ce domaine. On se pose la question, la Cour constitutionnelle a 9 matières dont elle le relève. Est-ce que la Cour était dans son assiette de connaître, j'ai suivi aussi les explications des autres, de connaître justement l'inconstitutionnalité de la procédure levant les immunités. Ok? Et une question en droit. Quelle est la nature juridique justement de ce procès verbal qui naît de la levée des immunités? C'est toute une question de droit et donc on n'aborde pas avec des lunettes de la foi. On aborde ça avec les lunettes scientifiques et les lunettes du droit. J'ai suivi mon ami Del Lungila qui était complètement en dehors de la place. D'ailleurs, il n'a pas compétence pour commenter les arrêts de la Cour. Et j'étais curieux d'entendre qu'ils disent que la République provinciale ne va pas exécuter. Est-ce qu'il sait qu'on peut encourager la Cour? Ça c'est quand même très très grave. Donc pour moi, il faut qu'il y ait une responsabilité. Je suis un avocat, je suis assermenté, j'ai l'obligation de rester dans mes gants en disant que chacun fasse sa part des choses. Maintenant, il y a une procédure au pénal, il y a une procédure au Conseil d'État, ils sont partis à la Cour constitutionnelle, il lui faut un technicien pour mettre tous les actes et donner le tunnel. Ok, moi j'étais en voyage, je viens d'arriver, je suppose que je vais aller chercher l'arrêt pour venir la fois prochaine donner mon point de vue, mais jusqu'à la fin du contraire, les arrêts sont exécutoires, c'est à voir est-ce que la Cour, il faut voir la dispositif et savoir quelle est la Cour. Très bien. Matsukoti, par rapport à l'image du pays, je crois que tout à l'heure Maître Laurent le disait, par rapport à l'image du pays, une haute institution comme la Cour constitutionnelle prononce un arrêt, et qu'une autre institution de la République dit je ne veux pas exécuter l'arrêt. Là, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Mais il va falloir recadrer. Parce que moi, je vais juste revenir un peu sur ce qu'est Olengakoy, ce qu'a dit Laurent ici sur Olengakoy. Parce que Olengakoy est allé voir le président de l'Assemblée provinciale. En quelle qualité? Parce que, non, il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle. L'arrêt, je voudrais aussi corriger un peu, parce que l'histoire ici, c'est quoi? L'Assemblée provinciale avait d'abord commencé par suspendre le député Moukeba. La suspension de Moukeba était de 12 mois assortie avec privation de ses monuments. C'est vraiment ça que les avocats de Moukeba ils étaient déçus. Parce que moi je crois que les avocats aussi, lorsque le député Moukeba va sortir, ils vont traquer Moukeba, ils vont qu'ils puissent leur payer l'argent. Parce qu'ils sauront qu'il y aura l'argent. Voilà. Donc au départ, parce que Maître Laurent a parlé de la levée des immunités, et la levée des immunités est arrivée après. Le problème de Moukeba, c'était sa suspension. On a suspendu Moukeba pour 12 mois et privation des salaires. C'est vraiment ce problème-là et que ces avocats ont amené au niveau de la Cour. Mais maintenant, lorsque la Cour se prononce, il va falloir qu'on exécute. Mais je suis étonné de voir le président du CNSA aller chez le président de l'Assemblée provinciale, le professeur Baudé, pour le supplier. Non, parce que le professeur Baudé, il n'est pas compétent pour faire l'exécution des avis de la Cour. Qu'est-ce que lui va faire si le professeur Baudé pour? Je veux t'accompagner. Il faut faire la part des choses entre la personne de Baudé Pouy et la personne du président de l'Assemblée provinciale et l'organe du bureau de l'Assemblée provinciale. Maintenant, est-ce que il faut aller supplier Baudé pour qu'il exécute l'arrêt de la Cour? C'est aberrant, ça n'a rien à faire. L'arrêt de la Cour a un mécanisme, a une procédure d'exécution. Tu sais, dans ce pays, il ne reste plus qu'à chercher un preneur. On est fatigué, on a trop de problèmes sur les incantations. Alors, le pays ne marche pas, on est fatigué, justement. Donc, l'arrêt aussi de la Cour est prononcé au nom du président de la République. Faut-il qu'il s'applique réellement? Parce que au lieu de dire où l'autre aussi, Olengakoy, et qui manque à faire comme disait tout à l'heure Maître Laurent, et c'est pas mal pour le dire, on a vu le modèle sur lui-même incapable de réagir devant les caméras. Bon, moi, ça me fait rire un peu. Moi, j'aurais voulu que Maître Laurent prenne la parole après nous, mais bon, ça va, il nous éclaire. Et je suis un peu perdu. Michel, je suis un peu perdu. Parce que je sais que Mike Moukeba est en prison
à cause d'une plainte de monsieur Mwanteba. Alors, de la plainte Mwanteba à l'arrêt pour sa libération et au refus de l'Assemblée provinciale, franchement, je suis perdu. Je vais éclairer pour vous. Je suis perdu. Bon, voilà, si vous êtes voilà mes informations. D'abord, à l'origine, il y a eu cette histoire de balade médiatique et de propos qui ont été diffusés dans l'opinion avec plusieurs appréhensions et plusieurs condamnations des uns et des autres. Moi, je suis parti à l'origine que je ne suis pas juge, mais il y a eu des propos qui n'ont pas arrangé. Moi, j'étais à l'étranger, j'étais au Canada, je suivais Nokia, je suivais mon ami Marc Moukeba. Il y a des propos qui ne m'ont pas arrangé personnellement. À un moment donné de responsabilité, on n'était pas participé à ce scénario-là. Et puis un jour, par Mokia, on attend la plainte de Daniel Mwanteba. La plainte est déposée au parquet général. Le parquet entend M. Marc Moukeba et le parquet estime que les faits pour lesquels on devait arrêter, ça c'est notre débat, on connaît le choix d'éléments, il faut qu'on mette quelqu'un en détention. Là aussi, je pense qu'il y a un commentaire à faire parce que Moukeba a une adresse, Moukeba la fuite n'est pas à craindre et tout ça, mais le parquet en a décidé autant, on ne commence pas justement les décisions judiciaires. Et Marc Moukeba attaque au Conseil d'État. Ok, d'abord il introduit la mise en liberté pour les éléments que je vous donne. Cette mise en liberté est rejetée, cette demande est rejetée, et il va au Conseil d'État, ok, pour attaquer la décision. Sa décision, la décision qui lève ses immunités, comme quoi elle aura violé les dispositions administratives par le maître Moukeba, non seulement que ça n'a pas respecté les délais, mais aussi la réponse, elle a donné la réponse, la première professeur a estimé que M. Moukeba n'a pas réagi. Et donc, jusqu'au lieu de fait, au premier degré, d'abord ils ont fait le Conseil d'État, M. Moukeba a été débouté pour défaut de qualité, quand il a fait le Conseil d'État, il est revenu à la section administrative de la Cour d'appel, la section administrative de la Cour d'appel, ok, a rejeté sa requête, il est allé maintenant en appel au Conseil d'État, et au Conseil d'État, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore prononcé cette décision-là pour savoir si Moukeba a raison. Et dans ce temps, il a saisi la Cour constitutionnelle, justement, à l'inconstitutionnalité, ok, de la procédure qu'il a levé les immunités. Et la Cour constitutionnelle rend son arrêt pour dire que cette procédure-là a été inconstitutionnelle. Et donc, c'est des points de vue de la loi. Comme le Moukeba est un député national, et que ces immunités-là, toutes les procédures qui suivent, découlent justement de la levée des immunités, il y a nécessité que, comme le Cour lui a annulé toutes les procédures, il doit retrouver ses immunités. Et aujourd'hui, pour les mettre en accusation, il faut absolument revenir à faire du départ, soit lever les immunités conformément à la loi, en vue d'un procès. Maintenant, regarde. Est-ce que, parce que c'est la Cour d'appel qui l'a arrêté, la Cour d'appel a donc exécuté l'arrêt de la Cour. Alors, l'entendement de la Cour d'appel n'est pas le même que l'entendement de la Cour constitutionnelle, c'est ça le problème d'exécution. Alors moi j'estime que la voie de sortie aujourd'hui, c'est qu'il faut que les uns et les autres saisissent la Cour de même cours en interprétation de la loi. Je le dis sur l'interprétation, mais en réalité ça devrait coûter beaucoup d'argent pour interpréter. On va terminer avec vous. Donc, comme je suis s'il vous plaît, ministre a expliqué que il y a Issan, Dolo, esclave, il y a DGT, gestion naïe, Mabé, pendant 8 ans, ministre Loaka, Akilabiso, comité Asika, vérité à cause de la responsable. Je sais que pourquoi l'autorité ne sanctionne pas le chauffeur qui tue les gens dans les accidents. Bonjour Michel, nous sommes de cœur avec Mike, la vérité triomphe toujours, courage à lui, mais où sont passés Daniel Sapou et Niger et Christelle pour soutenir Moukeba? Bon, ça c'est un débat. Terminons. Merci Michel. À la lumière de ce que vient de dire Maître Laurent, moi j'estime qu'il faut que l'Assemblée provinciale essaye d'aller un peu dans les dépassements de soi. Parce que ce que nous vivons, c'est pas... C'est inquiétant. Oui, il ne faut pas que ça s'apparente justement à un règlement de compte, d'autant plus qu'on sent un ping-pong. Donc, le député Moukeba, il se trouve maintenant au milieu du chemin, et de ce côté, on lui dit, mais tu as le droit d'être libre, et là-bas,
l'organe auquel il appartient dit non, monsieur, vous n'avez pas le droit d'être libre. Mais est-ce que c'est une affaire personnelle des membres du bureau de l'Assemblée provinciale? Ils ont promis hier de tenir une réunion après laquelle aujourd'hui, je crois, ils vont nous fixer. Mais ça, je crois que c'est... Mais qu'est-ce qu'on fait du mal du pays? Qu'est-ce qu'on fait de la réserve? C'est les intérêts partisans. C'est vrai, mais je le rends la fille ici. C'est vrai que le député Moukeba y avait versé dans les injures et tout ça. Mais est-ce qu'à cause des injures, quelqu'un pouvait ne pas bénéficier de la liberté provisoire et faire 6 mois comme ça? Je crois que ça, ce n'est pas correct. Et puis d'abord, il y a eu l'arrêt Kazemé, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu jurisprudence. L'arrêt Kazemé était un arrêt de la Cour constitutionnelle, elle n'a jamais été appliquée. Et demande donc qu'on réussisse la Cour constitutionnelle en interprétation de cette décision pour que la Cour d'appel, bon, elle est aussi autonome, mais donc on va voir ce qui va se faire. Merci beaucoup pour vos interventions. Je crois que tout le monde a pu avoir un peu plus d'éclairage sur les questions d'actualité. Merci. On rappelle également que depuis lors, un mois déjà, André Loufroy, qui est celui qui a fait les batteurs, est en charge de Tiki, il fait toujours son corps, est toujours gardé à la mort. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Le ministre de la Culture, les Maman Olive, Maman Denise, c'est le moment aussi d'enterrer avec dignité aussi. Hein. À cela va s'ajouter les victimes de l'œuvre. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. Voilà, cette émission m'a aidé à vous présenter cette émission également. Je vais revenir plus tard pour le cas de la RDA. Ces enquêtes, je ne sais pas si c'est un problème. Il semble qu'avec le compas, c'est ce qu'on a construit avec l'argent qu'on a construit avec la tour modulaire. Il semble-t-il. Tout l'argent, pendant 10 ans, vous avez géré. On ne va pas finir dans le passé. Grand merci à vous trois. Merci à vous, messieurs. Au revoir. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Awa tokolobela rido karaté en tout cas soza na posa koye baba news sur sport na yo osabonne massivement sur narrative kozala décider na narrative nyonso kokuta na kati et kozala vérité avec bonheur Sam de Sanjola.